Et Siméon, qu'est-ce que c'est? La divine comédie de Dante par Gonagueil. Ah oui, et alors toi, Siméon, quelle partie tu lis? L'enfer. Qu'est-ce que tu as vu? Des monstres terrifiants. Et c'est quoi le monstre le plus terrifiant? Lucifer. Qui était Dante et quelles sont ses œuvres les plus marquantes? Alors Dante est un immense écrivain du Moyen-Âge italien, entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. Mais c'est aussi, et je voudrais commencer par là, un citoyen engagé, un politique, et qui a pensé le politique. On y reviendra peut-être dans la conversation. Un citoyen engagé, tellement engagé que dans le contexte de l'époque, il se retrouve exilé. En 1302, il ne reviendra jamais, hein, dans sa patrie qui est Florence. Et cette figure de l'exilé est une figure extrêmement importante pour la réception de Dante dans le monde, et en Europe en particulier, et chez nous aussi, puisque non seulement un certain nombre d'exilés italiens invoquent la figure de Dante, mais notre Victor Hugo, à Guernesey, en 1865, en exil, recevant une invitation du Comité national pour les célébrations du 6e centenaire de la mort de Dante à Florence, ne se déplace pas, mais adresse un discours magnifique. Un discours où il fait de Dante le chantre de l'unité nationale italienne, en train de se faire, et où il fait de Dante aussi le porteur d'une idée supranationale, et on a un Victor Hugo qui en appelle une sorte d'États-Unis d'Europe, hein, de structure confédérale européenne. Mais c'est aussi, évidemment, un poète, un immense poète, un des écrivains les plus importants, sans aucun doute, de la littérature mondiale. Alors pour l'Europe, ça va de soi. Pour le reste du monde, je ne vais citer que l'exemple du Japon, mais avec deux exemples. Tout le monde connaît Go Nagai et ses mangas, et le personnage de Goldrake. Mais Go Nagai commence à dessiner en voyant Gustave Doré, illustrateur de la Divine Comédie de Dante, et Go Nagai nous a donné, en 3 volumes, la Divine Comédie, redessinée par lui, et j'ajouterais que c'est un formidable vecteur. Alors c'est extraordinaire de voir que Dante passe d'Italie en France avec Gustave Doré, et que Gustave Doré irradie dans le monde entier, et que c'est ça qui va amener un Japonais à lire la Divine Comédie de mon petit-fils qui va avoir 12 ans. C'est la Divine Comédie de Go Nagai. Il la connaît par cœur, il la connaît mieux que moi. Et puis je suis allé, toujours avec mes petits-fils, il y a quelques jours, voir Le Garçon et le Héron, Miyazaki. Quand on entre dans le monde parallèle, j'ai peut-être été le seul dans la salle à le remarquer, je l'aurais fait remarquer aussi à mes petits-fils, on a sur la porte d'entrée, sur l'arc de la porte d'entrée, un vers, qui est le vers 5 du chant 3 de l'Enfer de Dante, de ces vers qui rapportent l'inscription à l'entrée de l'enfer. Donc voilà, Miyazaki éprouve le besoin, sur cette porte qui donne accès à un autre monde. L'œuvre majeure, c'est la Divine Comédie, hein, qui, bon, la rédaction s'étale de, disons, 1305, 6, l'idée est peut-être précédente, mais jusqu'à son dernier soupir, en 1321. Alors, cette Divine Comédie, c'est, comme vous le savez, 3 grandes parties, les 3 royaumes de l'au-delà, l'enfer, le purgatoire et le paradis. La réception, c'est un peu de paradis, et je pourrais évoquer, par exemple, Balzac ou d'auteurs comme ça, mais c'est surtout l'enfer. Dans le monde entier, jusqu'à Dan Brown, par exemple, et le film qui en a été tiré, hein, qui est largement inspiré de... Quant au purgatoire, j'en dis un mot, il est un peu plus confidentiel, mais c'est quand même le royaume de l'au-delà qui va inspirer profondément un prix Nobel dont on ne sait pas très bien s'il est irlandais ou français, c'est Beckett, dont un des personnages du purgatoire revient comme un leitmotiv dans toute son œuvre. Et Beckett de En attendant Godot a quelque chose à voir avec ce personnage de Dante, hein, prix Nobel 69. Quels axes de recherche avez-vous choisi de traiter dans votre projet? Alors le projet s'appelle Dante d'hier à aujourd'hui en France, DAF. C'est un projet qui est monté, un projet collaboratif, dont l'initiative est la Sorbonne Nouvelle,
mais qui concerne 3 autres universités. Alors, très vite, je décline Sorbonne Nouvelle. Bon, on est des gens très sérieux à la Sorbonne Nouvelle, donc réception savante, littérature, transmission universitaire, mais aussi, c'est un point auquel je tiens, on y reviendra sûrement, la transmission scolaire hein, de Dante, les revues, bref, toute une série de champs, la philosophie, l'histoire, l'historiographie, etc. Et puis, on a le volet rennais, l'université Rennes 2, qui s'occupe de la diffusion matérielle des œuvres. C'est inscrit, disons, dans une grande discipline qui est l'histoire des livres, hein, ou l'histoire du livre. Diffusion matérielle des œuvres, les éditions, voilà, les cercles où cela circule, et puis un volet traduction. Envisagé aussi bien en termes de circulation qu'en termes de ce qu'on appelle aujourd'hui, avec un mot savant, la traductologie, c'est-à-dire l'étude de la façon dont on traduit, et ce que ça comporte. On a le volet niçois, Université Côte d'Azur, qui, lui, va s'occuper des images. Et là encore, des premiers manuscrits qui peuvent circuler jusqu'à des choses toutes récentes qui se font aujourd'hui. Garouste, par exemple, pour citer un grand nom. Enfin, le volet le plus peut-être moins attendu, quoique aujourd'hui ça soit très à la mode, le volet d'un Dante pop. On a parlé de Gonagai, mais en 2023, janvier 2023, on a Paul et Gaëtan Brizzi qui ont publié une BD hein, intitulée L'Enfer, parce qu'en général, ce qu'on reprend, c'est d'abord l'Enfer. Bon, il y a toute la série des films depuis 1911 hein, qui sont consacrés à Dante ou qui insèrent des séquences dantesques, disons, mais il y a aussi des jeux de table. Nous sommes même les éditeurs, les co-éditeurs d'une série de jeux de table, Enfer, Purgatoire, et puis Béatrice, et puis il y a des jeux vidéo, etc. etc. Ça, c'est le domaine que le volet Dante Pop est chargé d'explorer hein, de façon un petit peu systématique, sachant qu'il y a aussi et surtout, et c'est ce qui justifie la sélection et le financement, il y a aussi la création d'une base de données, d'un site, DAF, qui est sur le point de voir le jour. Tout est à peu près prêt, hein, et qui donnera accès à des milliers de documents, de liens, de ressources, voilà, de possibilités pour toute la communauté scientifique, comme on dit, d'avoir accès à quelque chose qui se veut idéalement exhaustif, qu'il ne sera jamais, bien sûr, mais qui entend couvrir absolument tous les champs. Ça permet aussi d'ouvrir justement la recherche et que d'autres travaillent sur ces... Ah ben complètement. Hein, quand je disais l'ouverture à la communauté scientifique, c'est pour permettre aux gens, on y reviendra, mais d'avoir accès à des choses concernant Dante, parce que Dante, pour une raison ou pour une autre, les intéresse, mais aussi, évidemment, à tous les chercheurs, d'avoir accès à des documents nouveaux parfois, à travers une architecture raisonnée, à toute la ressource possible et imaginable concernant Dante aujourd'hui dans tous ses champs. Et donc pourquoi étudier la réception de ces œuvres en France? Alors, parce que, premier point, c'est un phénomène en tant que tel extrêmement intéressant pour qui a un peu de curiosité pour l'histoire culturelle en général. Bien au-delà de la curiosité purement érudite. Pourquoi est-ce que le Balzac, auteur du livre mystique, a lu Dante et qu'est-ce qu'il en fait? Dans quelle traduction éventuellement il l'a lu? C'est un point qui peut avoir son importance, mais on ne va pas entrer dans les détails. On a l'histoire culturelle et les fécondations. On a donné quelques exemples dans le domaine des arts visuels, et je viens de donner un exemple éminent pour la littérature française, hein, Balzac. Mais j'en reparlerai peut-être aussi, ça concerne beaucoup de champs littéraires, évidemment. Ça a quelque chose à voir avec la question d'où venons-nous, culturellement parlant? Même si on vit une époque de grands changements, bouleversements, changements de paradigme, etc., malgré tout, voilà, on vient d'une histoire culturelle qui porte Dante parmi ses monuments. Et puis, il y a aussi un enjeu qui me paraît extrêmement intéressant, fait l'objet de communication régulièrement dans nos rencontres, c'est de déconstruire les appropriations. Parce qu'un monument comme ça de l'histoire littéraire, on le tire à soi, hein, pour lui faire dire, y compris des choses qu'il n'a pas dites, ou pour orienter l'interprétation de ce qu'il a dit dans telle ou telle direction. Alors,
Pour ce qui est de la France, puisque notre objet c'est la France, au XIXe siècle, ça vient d'Angleterre, ça vient des exilés italiens à Londres, mais ça prend un essor considérable en France. On va se demander si Dante était hérétique, s'il était précurseur de la Réforme, ou bien si c'était un vrai catholique. Alors, dans le catholicisme de Dante, jusqu'à il y a 2 ans, le pape François a écrit une importante lettre apostolique consacrée au centenaire de Dante. Et c'est très intéressant d'ailleurs de lire les écrits des papes. Il n'y a pas toujours une lettre apostolique, mais il y a souvent une prise de position au moment des centenaires, et de voir ce que ça nous dit de l'évolution de l'Église catholique, de l'Église romaine. Mais ça, ce n'est pas notre objet à nous. Mais je vais donner un autre exemple. En ce moment, il y a à Orsay, évidemment, les expositions d'Orsay, c'est surtout Van Gogh, pour le grand public, mais il y a quelque chose qui s'appelle le poème de l'âme, qui est l'œuvre d'un artiste, peintre et dessinateur, mais qui se veut poète aussi, qui au milieu du XIXe siècle à Lyon, invente une espèce de grand poème, vaguement allégorique, etc., où est sous-jacente constamment la présence de Dante, et un peu moins à la fin de ce poème, puisque la dernière figure qui prend la parole, de cette âme qui cherche sa voie, s'appelle Béatrix, et comme vous le savez sans doute, Béatrice, c'est la femme aimée par Dante, qu'il va retrouver au paradis et qui va lui faire accomplir la fin du voyage. Donc voilà, il y a cette présence-là, et c'est quelqu'un qui est en lien avec les milieux de ce qu'on va appeler le catholicisme libéral lyonnais, en particulier, alors qui va, féconder y compris des courants philosophiques en plein XXe siècle. Ce milieu lyonnais, il y a quelque chose qui se passe autour de la figure de Dante à partir du milieu du XIXe siècle. Et puis alors, je fais un petit saut de l'autre côté des Alpes, en Italie. Dante a fait l'objet d'une sortie, il y a un peu plus d'1 an, sur le fait que c'était politiquement quelqu'un qui donnait raison au gouvernement Meloni, puisque celui qui parlait était le ministre de la Culture de Meloni, en disant que c'était un grand défenseur de l'identité nationale, etc., etc. Le Dante politique auquel je faisais allusion, penseur du politique, est quelqu'un qui s'en niait les attachements affectifs, qui a souffert de vivre en exil, tout en refusant toute compromission pour revenir dans sa patrie, eh bien, ce Dante-là, qui était dans ce pays ravagé par les guerres picrocolines entre communes, entre États, etc., avait comme idéal politique, comme horizon utopique pour la politique, ce qu'il appelait la monarchie universelle, et qui avait été préfiguré par l'Empire romain au maximum de sa splendeur. Donc c'est tout le contraire d'un chantre de l'unité, de l'identité nationale au sens étroit. Et puis voilà, toute une série d'appropriations comme ça, que ça nous permet, la réflexion nous permet de déconstruire, de dire, jusqu'à aller dire à un ministre du gouvernement italien actuel, mon cher, avait dit une ânerie absolument énorme, qui est contredite par une connaissance un tant soit peu approfondie de Dante. On parle de plus en plus de science avec et pour la société. Et je voulais savoir ce que vous avez mis en place dans votre projet pour faire connaître votre travail auprès des différents publics, justement. Oui, alors, là aussi, ça se décline évidemment de plusieurs manières. Je suis tenté de mettre en avant ce qui ne vient pas souvent, petite pique comme ça à l'égard de quelques collègues, ce qui ne vient pas toujours à l'esprit des collègues universitaires. C'est le second degré qu'on a introduit dans le projet, et pas sous forme descendante, c'est-à-dire nous sommes détenteurs, grands chercheurs de l'université, Sorbonne Nouvelle ou autre, détenteurs d'un savoir, et vraiment très gentil, puisque ce savoir, on vous le délivre, avec beaucoup de bienveillance. Non, pas du tout. En 2021 en particulier, on s'est aperçu que les collègues du secondaire ont développé des trésors d'images formés par nous, très souvent pour passer des concours, pour avoir une licence, autrefois, etc. J'ai retrouvé d'ailleurs à cette occasion des gens que j'avais comme étudiants, et puis 30 ans ont passé, et puis grande joie dans les retrouvailles. Parce que ce sont des gens qui déploient des trésors d'inventivité pour intéresser leurs élèves, évidemment, motivés, et qui ont fait des réalisations absolument merveilleuses en 2021 notamment, autour de Dante, avec des petits montages, vidéos, un cahier iconographique absolument superbe, dans des projets interdisciplinaires avec profs d'art plastique, etc., à qui
on fait de la place. On a dans l'équipe un historien de l'enseignement, du second degré. On a fait une journée en avril dernier absolument magnifique en collaboration avec l'inspection générale et donc des collègues des académies de Lille, l'Île-de-France bien sûr, de Rennes, parce que Rennes est un des pôles, et un pôle très impliqué sur ce versant-là. Donc voilà, et puis les maîtres du second degré, les profs de collège et lycée, nos collègues, sont les premiers à assurer une diffusion sociale des grandes figures de la culture italienne, et de Dante en particulier. Des expositions. Alors là aussi très actif le pôle rennais qui avait acquis la première édition de Doré à compte d'auteur en 61 chez Hachette et qui connaît immédiatement un tel succès que Hachette elle donne suite immédiatement et ça a été un succès y compris éditorial au départ, énorme. Donc première expo autour de ça, une expo autour du livre ancien. Ou des grandes éditions, même jusqu'au XXe, mais des grandes éditions historiques de Dante, ou curiosité locale, parce qu'il y a un petit Dante breton qu'on voit émerger de nos recherches, et puis qui est en train de préparer une exposition, Yann d'Argent. Yann d'Argent qui est un peintre, illustrateur breton, qui se vivait comme rival de Doré, dont on retrouve la trace jusqu'en Argentine. Il y a des gens qui lisent la Divine Comédie en Argentine, à Buenos Aires, à la fin du 19e, dans une édition illustrée par Yann d'Argent. Voilà. Alors, il y a aussi une exposition virtuelle en cours de constitution, ça c'est le pôle niçois, qui s'occupe d'images, qui est en train de là, et qui sera reversé, qui sera accessible à partir du site dont je parlais tout à l'heure. Et puis des tables rondes, il y en a déjà eu une, alors à Rennes, il y en aura une bientôt à Grenoble, sur le versant pop de cette réception de Dante. Donc on a ce souci permanent de rendre accessible, ou en tout cas appétissante en quelque sorte nos recherches, et on ne s'interdit rien, c'est-à-dire qu'on pourra faire des podcasts, on pourra faire des choses destinées à un public large, des conférences, alors il y a déjà eu des conférences, voilà. Et donc dans ce projet aussi, est-ce que vous travaillez avec des partenaires autres que des universités? J'ai évoqué notre collaboration avec l'inspection générale du second degré et les inspecteurs pédagogiques régionaux, et pas seulement ceux de l'Île-de-France. Donc voilà, on n'y revient pas. Nous avons ouvert le programme des manifestations DAF à Florence il y a 2 ans maintenant, si je me rappelle bien, avec un très beau colloque international dans une villa de la colline florentine, co-organisé avec la Société dantesque italienne. Nous sommes, le volet niçois plus particulièrement, en cheville avec un gros projet napolitain, en l'occurrence, mais qui s'intéresse à toute la tradition manuscrite de la Divine Comédie, je crois exclusivement de la Divine Comédie, et de ses illustrations, les manuscrits enluminés. Reste-t-il encore des choses à découvrir, ou qu'espérez-vous découvrir, et comment vous y prenez-vous? Alors, il n'existe aucun autographe de Dante, mais on a peu d'espoir de découvrir, a fortiori en France, quelque chose qui soit écrit de sa main. Il faut attendre la génération suivante, Pétrarque et Boccace. Donc, de ce côté-là, non. Et je pense que dans les bibliothèques, dans les fonds anciens, les bibliothèques françaises, un manuscrit qui émergerait enluminé, etc., bon, ça reste toujours possible, mais ce n'est pas sur cela qu'on table. On table davantage sur la possibilité de découvrir, ça et là, des textes de conférences prononcés auprès de sociétés savantes à l'occasion des centenaires, par exemple, vu des choses à Bordeaux récemment qui viennent, voilà, parce qu'il y a eu une activité liée à la présence de Dante et à la volonté de diffusion de Dante en France. On peut avoir aussi, j'ai un exemple toulousain, des traductions ensevelies, qui n'ont jamais été publiées, qui sont parfois à l'état manuscrit. J'en ai une à la maison que je dois encore, depuis plus d'1 an, mais que je dois encore regarder de près. C'est souvent des objets entre la fin du XVIIIe et le XIXe, qui sont susceptibles, cela dit, de nous éclairer sur les circuits de diffusion. Pour ce qui est de
la période plus récente, hein, entre 19e et 20e, et évidemment nos 20 années, déjà plus de 2 décennies de 21e siècle, on a un grand dénicheur d'images qui est le collègue Philippe Pofogno, qui pilote le pôle grenoblois et qui, en matière d'images pop, hein, va nous en trouver toujours et encore. Et ça, oui, hein, il y aura des choses, y compris amusantes. Mais surtout, c'est jeter un peu de lumière sur des œuvres oubliées, des œuvres négligées. Et on comprend très souvent pourquoi, mais je pourrais donner quelques exemples. J'ai déjà cité le Balzac du livre Mystique. Hein. Ou bien, alors, commencer à se saisir, en y regardant de plus près, ce qui se fait de tout à fait contemporain. Un des écrivains français aujourd'hui les plus en vue est Yannick Enel. Yannick Enel qui, dans toute l'œuvre, est débitrice, hein, de Dante. Alors, débitrice de Dante, et c'est là que je reviens à l'importance du pôle traduction, débitrice de Dante, qu'il ne lit pas dans le texte. C'est tant est qu'il y a un seul texte, d'ailleurs, une question un peu complexe. Un de nos objectifs est effectivement de voir ce qui est en train d'émerger, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, dans différents champs, le champ pop dont on a déjà parlé, mais le champ littéraire, qui reste un champ très, très actif où Dante est très présent. Toi, personnellement, est-ce qu'il y a un moment dans ce projet qui t'a marqué, une anecdote? Oui, alors il y a plusieurs petites choses. Je ne vais pas faire la publicité un siècle plus d'un siècle après des chocolats Guérin, qui dans des images publicitaires qui sont accessibles sur Gallica, qui sont très drôles. Et il y en a en particulier une où c'est Dante et Béatrice qui se rencontrent pour la première fois, l'un à 9 ans, l'autre à 8 ans. C'est une œuvre dite mineure de Dante, mais extrêmement importante, La Vie Nouvelle, hein, qui est en jeu dans cette image-là. Donc, dans le monde de la publicité, y compris un chocolatier, peut faire appel à un imaginaire dantesque, hein, qui n'est pas l'imaginaire infernal le plus habituel. Voilà. Bon, ça c'est amusant, chocolat Guérin. Il y a aussi un colloque qui a donné lieu à Rennes. Il s'agissait de traduction. Alors, un petit peu curieusement, il y a une traduction de Dante en gallois, mais il n'y a pas de traduction de Dante en breton, sauf découverte, hein, une traduction d'il y a peut-être des années 70 ou quelque chose comme ça, qui a été circulée confidentiellement. Et le collègue qui a présenté cela, qui chante par ailleurs, en mode Cannes à Discan, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, cette espèce de contrepoint breton, a chanté des vers, hein, de la comédie mis en musique, comme ça en breton. Tout le monde est resté, évidemment, lors de ce colloque. Bon, voilà. Hein. Mais surtout, et je veux insister là-dessus, c'est un point, comment dire, qui reviendra peut-être aussi en conclusion, les belles collaborations. Collaborations avec d'autres. Collaboration avec un projet d'un collègue de Nancy qui s'appelle MODA, la mondialisation de Dante. Ce n'est pas un projet ANR, mais on a déjà monté 2 choses ensemble. Et donc ça permet de respirer, de faire se croiser les regards, etc. Et les rencontres magnifiques qu'on fait à l'occasion de ce type de manifestation, avec un petit plaidoyer, hein, pour qui veut prendre le temps de la lecture, de la contemplation, de la méditation, de la réflexion, un temps et qui aujourd'hui est devenu un petit peu plus précieux. Hein, et bien Dante a encore énormément à proposer au monde d'aujourd'hui. Dante comme théoricien du politique, j'ai déjà parlé, hein, à propos de l'idée de l'identité nationale, mais des lectures d'un Dante anticapitaliste, enfin des actualisations de ce type, un grand théoricien en quelque sorte du désir. La grande affaire de Dante, c'est aussi l'amour du début jusqu'à la fin. Et puis c'est la puissance de la parole poétique, parce que pour qui a accès à cette langue, c'est un choc toujours renouvelé de puissance, de beauté, de choses, tu as l'impression de l'indépassable. Quelles difficultés rencontrez-vous aujourd'hui ou vous avez rencontré? Alors, on rencontre des difficultés avec les administrations universitaires, hein, et le positionnement des projets de ce type dans l'université. Les universités ne sont pas toujours prêtes. Il y a souvent confusion des rôles. Il y a un niveau de responsabilité des porteurs de projets qui est mal cerné, qui est mal défini. Alors je dois dire qu'ici, hein, d'où nous parlons,
à la Sorbonne Nouvelle, les choses se sont, depuis quelques mois, très nettement améliorées. J'ai organisé un certain nombre de manifestations comme elles doivent être organisées et de façon fluide. Mais voilà, hein, il reste à clarifier, je pense, un certain nombre de choses, en particulier vis-à-vis de l'administration et vis-à-vis, le cas échéant, des relais politiques hein, qui doivent prendre en charge. Ça relève de la politique scientifique. Deuxième ordre de difficulté, une difficulté qui est inhérente au projet, hein, les humanités numériques. C'est formidable, l'outil informatique. Mais qu'est-ce que c'est pour un profane comme moi, heureusement, les recrutements ont servi aussi à cela, mais qu'est-ce que c'est lourd et compliqué hein, arriver à un résultat, c'est une dépense d'énergie qui me paraît considérable. Alors, en matière de financement, oui, on a deux types de charges, il faut le rappeler, hein, des charges de fonctionnement pour nous permettre d'organiser ce qu'on fait ordinairement à l'université, en tout cas pour ce type de recherche, des rencontres scientifiques, hein, des publications, etc., etc. Et puis, financement de personnel. Et ça, c'est quand même nouveau, parce qu'ils sont sous notre autorité hiérarchique, les personnels qu'on embauche, mais on est en but avec des services du personnel qui ont d'autres logiques. Et ça, c'est une vraie difficulté. Il n'y a pas de définition claire des rôles, y compris d'ailleurs pour les embauchés. Hein, ça peut être un problème. Hein, là aussi, il y a du flou dans les niveaux de responsabilité. Un petit pronostic comme ça, est-ce que Dante sera encore étudié dans je sais pas, 100 ans, 200 ans? Est-ce qu'on continuera d'étudier? Je pense qu'il sera encore étudié, mais je suis extrêmement prudent. Jusqu'à quand, je ne le dirai pas, parce que les devins dans la Divine Comédie sont condamnés à l'enfer, un siècle de l'enfer. Donc, je ne prendrai pas évidemment le risque de faire des pronostics. Alors, longtemps, je pense oui, mais hélas, peut-être de plus en plus en traduction, et éventuellement en traduction anglaise. Alors, pour qui sait ce que c'est que le choc de la parole poétique et ce qu'est la langue de Dante, c'est indubitablement, si on va dans cette direction-là, encore une fois, je me garde bien de faire des pronostics, mais si on va dans cette direction-là, c'est un appauvrissement considérable. Hein. Et hélas, je vois, même en Italie, la tentation d'essayer d'attirer des publics étrangers, voilà, en faisant des cours de littérature italienne, la présentation de Dante, en anglais, avec éventuellement traduction, sans doute en regard du texte original, mais voilà. Donc là, il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'un grand écrivain, un grand auteur, est inséparable absolument, son expression, sa pensée, sont inséparables absolument de la langue dans laquelle il conçoit les choses, il les pense et il les dit. Et ça, c'est un message capital, fondamental. Hein. On le touche tous les jours, nous, à l'intérieur du projet, par le biais de la traduction, par exemple, hein, qui est toujours une perte, qui est aussi un gain hein, pour la langue qui accueille, qui accueille ce grand écrivain, et pour la langue elle-même, dans un certain nombre de cas. Qu'est-ce qui te passionne, toi, dans le métier de chercheur? J'ai déjà répondu en partie, c'est la curiosité. Je veux dire, on reste des enfants partant à la découverte du monde, quand on affronte. C'est un dépaysement, hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller en Thaïlande ou je ne sais pas où, ou en Patagonie. Ils ont des régions du monde absolument magnifiques, ou en Alaska, pour se dépayser. On voyage en arrière dans le passé, on découvre des mondes nouveaux. Et puis c'est l'enfant que nous sommes, en quête du monde à explorer et de mondes possibles. Parce que les grands écrivains créent des mondes qui n'existent pas. Le monde de l'au-delà de la Divine Comédie, c'est un monde, évidemment, qu'en dehors de Dante, personne n'a jamais parcouru, et qui est difficilement est fait comme ça. Hein. Donc, les mondes possibles. Donc, occasion formidable de voyager, même en restant immobile. Hein. Quand en plus, je rentre de Sienne. Hein. Sienne, c'est une des villes, évidemment, qui sont présentes dans la comédie, et Sienne a eu la bonne idée de mettre, pour tous les personnages siennois de la comédie, des petites plaques au coin des rues, avec des vers fameux de Dante, etc. Et bon, c'est toujours un bonheur aussi, hein, pour quelqu'un qui aime Dante, l'admiration aussi. Je pense qu'on a besoin, il y a la curiosité, il y a aussi le besoin d'admirer.
Je crois qu'on garde ça. Enfant, on admire la figure paternelle ou maternelle. Mais on a besoin d'admirer, enfin de tomber en admiration en tout cas, pas forcément sur la personne, etc., mais devant l'inventivité des hommes. Enfin, devant cette. Tout à l'heure, je le disais, pour les collègues du second degré, les choses absolument magnifiques qu'ils font. L'inventivité des créateurs, la beauté des œuvres, hein, qui constamment repoussent, nous invite à repousser les cloisons dans lesquelles le quotidien nous prend, nous enferme parfois. Hein, voilà. Et puis, donc, l'admiration avec cette idée de transmettre le flambeau, de transmettre quelque chose. Il y a une sorte de feu sacré, il serait dommage, évidemment, quand ça a été le sens, enfin, une partie importante du sens d'une vie, un petit peu dommage de se dire que tout ça va mourir. Hein, donc, mais transmettre ce feu sacré, quand on a encore des étudiants à qui on arrive à transmettre cela, alors qu'ils en feront leur profession ou pas d'ailleurs, hein, mais il y a quelque chose de très beau, hein, je crois, et la multiplicité des rencontres. Hein, j'ai beaucoup insisté là-dessus, voilà, alors l'évolution du métier. La démarche scientifique a-t-elle évolué ces dernières années? Oui, alors elle a évolué. On a parlé d'humanité numérique, évidemment pour quelqu'un comme moi, c'est un petit peu, alors c'est à la fois source d'admiration, mais ça peut être un peu déstabilisant par moment, mais ça, c'est le propre des jeunes générations que de s'emparer de cela et de le faire vivre et d'en faire un usage intelligent. Ce qui a aussi évolué, alors pour le meilleur et pour le pire, je vais insister sur le meilleur, c'est ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, les projets ANR, c'est-à-dire la recherche dans le monde des humanités. C'est déjà, enfin, les sciences dures, dites dures, nous ont en général précédés dans cette voie-là, mais devient de plus en plus une recherche sur projet et une recherche collective. Alors, j'aurais pu citer au titre des difficultés, la difficulté qu'il peut y avoir avec certains collègues de rappeler et qu'il peut y avoir à faire intégrer le fait qu'il y a un cadre et qu'on s'est engagé à quelque chose et qu'il ne s'agit pas de dire, bon ben oui, on a les sous maintenant et on en fait l'usage. Voilà. Donc il y a, pour le porteur de projet en partie principale, cette nécessité de rappeler le cadre régulièrement, hein, de lutter contre l'entropie. Mais ça, sont les difficultés inhérentes aux appels à projet. On a répondu voilà, à des projets, c'est que malgré tout on y croit. Et c'est vrai que bon, il y a eu des moments durs, mais ça donne des satisfactions et ça donne des fruits, ça donne des résultats. Pourquoi ou comment faire de la recherche aujourd'hui? Avec de l'huile de coude, la question me déstabilise un peu, en essayant d'être inventif, en essayant d'être ouvert. C'est un métier qui a ses contraintes, qui demande une mobilisation de la volonté, a fortiori quand il s'agit de projets de ce type et de projets collectifs. Et en même temps, on vit quand même encore dans une sorte de monde protégé. Je veux dire, il est dur, il prend des coups. On a des coups de boutoir qui nous viennent de l'intérieur. C'est jamais tout à fait à la hauteur de ce qu'on espère. Je veux dire, si je compare la vie professionnelle que j'ai menée avec d'autres vies professionnelles, je re-signe.